l'économie réelle. Ils doivent être conformes aux principes de la charia. La rémunération est basée sur la performance de l'actif et il y a donc une acceptation du risque par les souscripteurs des soukouk. Alors on a souvent lu ou entendu certains parler de soukouk comme étant des obligations islamiques. C'est un non-sens en fait, parce qu'on est dans deux mondes complètement différents. Vous avez là quelques éléments de comparaison entre les soukouk et les obligations. Ça n'est pas nécessairement exhaustif, mais ça vous donne déjà une idée sur le fait qu'il s'agit bien de deux instruments différents, l'un étant un instrument de dette émise et donc de créances détenues par les obligataires, l'autre étant un titre qui donne droit à la copropriété ou la jouissance sur des actifs tangibles ou des investissements qui sont les sous-jacents. Bien sûr, la rémunération est un intérêt dans le cas des obligations. Il s'agit d'une rémunération, comme je le disais, soumise à l'aléa et au risque dans les soukouks. Et d'une manière générale, la rémunération dépend dans les soukouks de la performance de l'actif sous-jacent, alors que dans les obligations, elle est convenue et arrêtée à l'avance. Sur la définition qui est donnée aujourd'hui par l'article 7.1 donc de la loi 3306, les certificats de soukouk sont des titres représentant un droit de jouissance indivis de chaque porteur sur des actifs éligibles, acquis ou devant être acquis, ou des investissements réalisés ou devant être réalisés par l'émetteur de ces titres. Alors, sur la définition, la première constatation, enfin, si on devait la comparer à celle de l'AOFI, par exemple, ou à celle de l'Islamic Financial Service Board, on ne parle pas de notion de propriété. On est dans le droit de jouissance. L'article 7.1 prévoit donc ce droit de jouissance sur les actifs qui sont éligibles. Alors, les actifs font partie du texte de loi, à l'article 16, tel qu'il a été modifié. Il y a un certain nombre d'actifs, je ne vais pas les citer tous, mais l'attention, je dirais, particulière, je pense, concerne plutôt les actifs de nature immobilière, puisque c'est là où il y a, je dirais, le plus de mécanismes ou de structuration qui peut être faite. Ce droit de jouissance indivis en matière d'actifs sous-jacents immobiliers, on peut se poser la question de savoir comment il se matérialise concrètement. Il est certes de nature légale, mais en pratique, quid je dirais, de la règle en matière immobilière qui est d'inscrire les droits au niveau de la conservation foncière. Je sais que cette question a été réglée dans le texte de loi précédemment déjà, la première réforme, pour ce qui est des crédits hypothécaires, sur les créances hypothécaires qui sont cédées. Et le texte prévoit que du seul fait de la cession, il y a opposabilité et il n'y a pas plus de formalités à accomplir. Sur le texte de loi tel qu'il a été modifié aujourd'hui, il n'y a pas le même mécanisme qui est prévu en matière de cession d'actifs immobiliers. Sur la définition toujours, en matière de soukouk, on est généralement dans la notion de propriété, une quote-part, une copropriété, une quote-part de la propriété d'un actif. C'est sur cela que se fondent les soukouks dans d'autres juridictions, et c'est un petit peu l'une des principales caractéristiques des soukouks.
alors on ne va pas rentrer dans un débat, je dirais, de sharia pure. Est-ce que cette définition est conforme, n'est pas conforme je dirais, aux conceptions ou à la structuration qui est conforme à la charia, d'autant plus que les fonds, les FPCT, les fonds de placement collectif en titrisation, eux, sont bien propriétaires des actifs. Simplement, les soukouks ne nous donnent pas un droit de copropriété sur les actifs, ils donnent un droit de jouissance uniquement. Ce qui donne un droit de copropriété sur les actifs, c'est les parts émises par les FPCT pour leur création. Parts ou actions pour leur création. Puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, on a repris un petit peu l'architecture des OPCVM, on a les FPCT qui sont l'équivalent, on a des fonds de titrisation et des sociétés de titrisation. Donc, au-delà de la définition restrictive, le texte parle, en son article 6, de valeurs mobilières pour les titres émis par les sociétés de titrisation et de valeurs mobilières assimilées pour les titres émis par les fonds de titrisation. Il renvoie aux articles 2 et 3 du Dariel relatif à la Bourse des valeurs, la loi portant loi numéro 193/211. Simplement, cet article n'a pas été modifié. Quand on lit les articles 2 et 3, une société de titrisation émet des soukouks. Le texte parle de titres émis par les sociétés de titrisation sont des valeurs mobilières, conformément à l'article 2 de la loi numéro 193/211. Les titres émis par une société de titrisation, ça peut être les actions, puisque une société, c'est une société par action. La société de titrisation, c'est une société par action en gros. Soit société anonyme, soit SAS, soit commandite par action. Donc soit les actions, on exclut les parts, mais soit les actions, soit les titres de créance. Bon, ces deux titres sont prévus comme étant des valeurs mobilières à l'article 2, mais les soukouks ne sont pas prévus à l'article 2 comme valeur mobilière. Lorsque vous prenez le paragraphe suivant sur les titres émis par un fonds commun, enfin, par un fonds de titrisation, qui sont assimilés à des valeurs mobilières conformément à l'article 3, sur la liste des valeurs mobilières assimilées à l'article 3, on ne trouve pas non plus de soukouk. On trouve d'ailleurs toujours les parts du FPCT. On aurait pu au moins modifier pour parler des titres de FPCT. Auquel cas, ça aurait englobé les soukouks également. Donc, comme je le disais, les émetteurs sont soit les fonds de titrisation, soit les sociétés de titrisation. Les soukouks, sur leur nature, alors on a beaucoup écrit, on a beaucoup lu, entendu, vous connaissez de la littérature en la matière. Je pense que jusqu'à présent, on a toujours essayé de définir les soukouks en adoptant le mauvais chemin. Enfin, je le dis en toute modestie, hein, je ne suis pas particulièrement maître en la matière, dans la mesure où on a toujours cherché à les comparer à quelque chose. On compare les obligations, on compare les certificats d'investissement, on compare... D'ailleurs, les soukouks sont des certificats, mais ne sont pas des certificats d'investissement au regard du droit marocain. Les certificats d'investissement sont prévus par la loi sur l'ASA, et ça n'est pas du tout le même mécanisme que les certificats de soukouk, entre parenthèses. Donc on a toujours cherché à les définir par rapport à quelque chose, alors qu'il s'agirait, en fait, à mon sens, d'un titre sui generis, en ce sens, comme le disent les juristes, il a tellement de spécificités, il a tellement de caractéristiques qui lui sont propres, qu'il n'est pas comparable à quelque chose d'existant. Et je pense que dans certaines juridictions qui ont connu ou qui connaissent aujourd'hui un essor des soukouks, l'avantage qu'il y a eu, et qui a peut-être permis ce développement, c'est justement le fait qu'on ait considéré les soukouks comme étant quelque chose qui représente une particularité en propre. Et autour de cela, on a bâti un environnement réglementaire. On n'a pas cherché à les comparer à d'autres titres. On a considéré qu'ils étaient uniques. Et de cette unicité, on a
bâti un environnement qui permet leur développement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la notion de valeur mobilière, elle est importante, parce que quand on parle de valeur mobilière, si on prend par exemple le cas d'une société de titrisation qui va émettre des sukuk, si ces sukuk sont des valeurs mobilières, sachant que les sukuk peuvent être inscrits à la code de la bourse des valeurs, donc ça veut dire qu'on peut avoir des sukuk cotés, qualifiés de valeurs mobilières, ça veut dire qu'ils peuvent faire l'objet d'un certain nombre d'opérations pour lesquelles sont éligibles les valeurs mobilières. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une opération de sukuk, valeur mobilière cotée, et qui fait l'objet d'un prêt de titre. Rien ne l'empêcherait en droit marocain. Je ne dis pas que c'est conforme à la charia, mais c'est valable en droit marocain. C'est une valeur mobilière cotée, donc elle peut faire l'objet d'une opération de prêt de titre. Quand je dis ça, je ne dis pas tout, puisque le texte est allé un peu plus loin et a prévu que les opérations, que les sukuk étaient éligibles à une opération de pension. Et le texte, d'ailleurs, d'où la modification de l'article 2 de la loi numéro 2401 relative aux opérations de pension. Donc là encore, on peut se poser la question de la validité d'une telle opération qui utiliserait enfin la validité bien sûr pas en droit. En droit, c'est valable. La validité ou la conformité par rapport à la charia d'un titre conforme à la charia qui est soumis à une opération qui, elle, ne l'est pas. Le texte institue donc, pour les besoins de la cause, un comité charia pour la finance. C'est l'article 7.2. Ce texte, le comité charia pour la finance nécessite un dahir. Donc on attend le dahir qui doit fixer les attributions, la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement. Je me permets juste d'ouvrir une petite parenthèse, puisque le projet de loi bancaire est toujours au stade de projet. La loi bancaire également institue un comité charia pour la finance, le projet de refonte de la loi bancaire. Sauf que dans la loi bancaire, on est parti un petit peu plus loin. On n'a pas, dans la définition des caractéristiques de ce comité, de ses missions. On n'a pas renvoyé un dahir et surtout, dans l'article 61 du projet de refonte de la bancaire, on dit que la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. Bon, c'est un peu curieux parce que le projet de loi bancaire est récent, il date de 2012, en tout cas la version que j'ai, je pense que c'est la dernière, date de juillet 2012, alors qu'on avait donc déjà la nouvelle constitution qui a intégré à l'article 41 le Conseil supérieur des oulémas. Donc il faudrait juste peut-être qu'on ne se retrouve pas dans la situation où on a deux dispositions qui se contredisent. Étant entendu que de toutes les manières, la décision est d'avoir un comité charia pour la finance unique, on est bien d'accord. Il n'y aura pas de multiplicité de comités, ce qui déjà est un bon début. Donc sur le comité charia pour la finance, il faut juste préciser qu'il n'intervient que sur les émissions internes de sukuk. Donc lorsqu'il y aurait une émission internationale, c'est bien sûr en fonction du ou des pays où l'émission aura lieu qu'il va falloir obtenir les attestations de conformité des charia à bord qui sont compétents dans ces pays. Le texte, par contre, est muet sur le sens inverse, lorsqu'il y a une émission de sukuk au Maroc faite par un non-résident, ce qui peut arriver.
en principe, le comité Sharia pour la finance, à contrario, devrait être compétent pour émettre son avis. Donc c'est résident, pas seulement, même si le texte, l'article 7.2 est dans la loi sur la titrisation, c'est pas simplement une émission par un FPCT auprès de résidents. Ça doit être entendu également dans le sens inverse. En principe, le comité Sharia pour la finance devrait être compétent pour émettre